2026, l'année du concours, ou en tout cas l'année de ta première année en prépa scientifique. Bienvenue ici si on améliore tes notes en culture générale pour l'épreuve de français, en rappelant que l'épreuve de français, c'est paradoxalement l'épreuve la plus importante, puisque tous les élèves vont avoir 10 et si toi tu arrives à avoir 14, sachant que je suis sûr qu'en maths, en physique, tu auras aussi des notes correctes. Donc c'est peut-être ça qui va te distinguer le jour du concours. Aujourd'hui, on explique. Et tu peux évidemment me faire confiance, j'ai accompagné beaucoup d'élèves depuis mes débuts. J'affiche les notes ici tout de suite. Commençons sans plus tarder. Canguilhem. Alors Canguilhem, pour comprendre sa philosophie, il faut que je fasse un petit retour en arrière. Parce qu'en fait, sa philosophie se base sur la critique de 3 philosophies. Donc il faut qu'on comprenne ces 3 philosophies, il faut qu'on comprenne leur critique, et ensuite, on va pouvoir comprendre ce que Canguilhem, lui, il essaie de proposer comme alternative. Quelles sont les théories que Canguilhem critique? D'abord, Canguilhem critique ce qu'on appelle le mécanisme. Donc, petit rappel, l'objectif de Canguilhem, c'est de comprendre ce que c'est la vie. Qu'est-ce qu'on appelle la vie, au fond? Qu'est-ce que c'est que ça, la vie? Et il y a plusieurs théories qui ont essayé d'expliquer ce que c'était que la vie. Bon, la première théorie, c'est la théorie de Descartes, ce qu'on appelle le mécanisme. Le mécanisme, c'est une théorie qui explique que le vivant, en réalité, c'est une machine. C'est-à-dire que les êtres vivants fonctionnent comme des machines. Alors, les arguments que Descartes a mis en avant pour cette théorie-là, c'était de dire que pour les animaux, il n'y a pas besoin d'âme. Okay, seuls les humains ont une âme. Les animaux, en effet, ils ont une sorte d'instinct, d'accord, qui permet d'expliquer la façon dont ils fonctionnent, ok, et ils fonctionnent toujours sur un mode répétitif, comme une machine. Machine, j'appuie sur un bouton, d'accord, la machine fonctionne, sauf si sauf s'il y a un problème, sauf si l'animal est malade, du coup, mais l'animal, il y a un instinct. Donc, par exemple, pendant la période de rut pour la reproduction, les animaux, quoi qu'il arrive, ils vont se reproduire. Contrairement aux êtres humains, qui eux peuvent éventuellement se retenir de se reproduire, même s'ils ont cette envie-là. Les animaux, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ils ont un instinct, donc il y a une loi qui fonctionne et ils sont câblés, ils sont faits pour respecter des règles qui ont été régies dès le départ de leur création, puisque leur création vient de Dieu. Bon, cette théorie du mécanisme, si jamais je n'explique pas plus, si jamais c'est pas clair, évidemment, tu me poses une question en commentaire. Alors le mécanisme, le problème du mécanisme, pour Canguilhem, il y en a 2, profondément. Un, c'est l'anthropomorphisme. Alors l'anthropomorphisme, c'est quoi? C'est le fait de projeter des caractéristiques humaines sur un objet non humain. Ça veut dire, par exemple, quand je regarde une voiture, je pourrais penser que les 2 phares plus la trappe d'air, eh bien, je pourrais penser que ça ressemblerait à un visage. Mais là, je fais un anthropomorphisme. C'est-à-dire que je pense que les objets autour de moi ont des caractéristiques humaines. Et ça, c'est un risque. Parce que les êtres vivants ne sont pas tous des êtres humains. Okay, la fourmi ne fonctionne pas du tout, n'a pas du tout le même fonctionnement qu'un être humain. Et donc, on va essayer d'expliquer le vivant à partir de notre propre vision. Notre propre vision de la vie, notre propre compréhension du monde. Et ça peut être une erreur pour Canguilhem. Et puis, deuxième erreur, plus fondamentale, c'est que le vivant ne fonctionne pas du tout comme une machine. Le vivant, c'est pas une machine. D'accord? Dans une machine, on a une pièce qui égale à une fonction. Et cette pièce a toujours la même fonction dans tous les systèmes. Okay, si vous prenez le moteur, ça a pour fonction précise de faire circuler l'énergie jusqu'aux roues afin que la voiture puisse avancer. Mais ça, c'est pas du tout la même chose dans le vivant. Dans le vivant, on peut très bien avoir une pièce, mais avoir une même fonction. On peut très bien avoir 2 pièces, mais une même fonction. C'est par exemple le cas de 2 tissus très différents, les muscles lisses et les muscles striés, d'accord, sont 2 tissus très différents. Les muscles lisses, ce sont les muscles qui sont autour des organes. Et les muscles striés, ce sont les muscles qu'on a au niveau c'est les muscles qu'on a au niveau des biceps, des triceps, qui ne sont pas autour des organes. Mais on a 2 tissus très différents et ils ont une fonction, qui est se contracter.
Donc le vivant ne fonctionne pas comme une machine. La machine, tu as une pièce, une fonction. Le vivant, tu peux avoir deux pièces de fonction. Tu peux avoir deux pièces, une seule fonction aussi. Donc l'analogie entre le vivant et la machine ne fonctionne pas. Ça, c'était la première théorie que Canguilhem réfute. La deuxième théorie que Canguilhem réfute, c'est le vitalisme. Alors le vitalisme, c'est quoi? Le vitalisme, c'est une théorie qui dit justement, en fait, non, l'animal n'est pas une machine. En fait, dans le vivant, il y a précisément une âme. On le voit bien, les animaux, ils ont une forme de conscience. Ok? Je dis bien à dessein le mot d'âme. Les animaux, ils ont bien une forme de conscience. Ok? Ils se dépassent, ils créent de nouvelles choses, ils inventent. Les animaux, ils nous surprennent. Hein. Ils ont une certaine singularité. On sent bien qu'on ne pourra pas remplacer un animal par un autre. Donc ça montre bien que ce qu'il y a pour les vitalistes, ce qu'il y a d'important dans l'animal, c'est une sorte d'âme. C'est une sorte d'âme. Alors le problème du vitalisme défendu par Bergson ou Xavier Bichat, pour Canguilhem, le problème du vitalisme, j'explique pas plus le vitalisme que ça. Si jamais il y a une question, tu n'hésites pas à poser dans les commentaires. Le problème du vitalisme, c'est que c'est pour Canguilhem une fiction métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire une fiction métaphysique? Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existe pas concrètement. Où est l'âme? Elle est où l'âme? L'âme, c'est un concept utilisé dans les religions. C'est un concept qui était très débattu, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans l'état des connaissances scientifiques, l'âme, on ne sait pas ce que c'est. Quelque chose qu'on ne peut pas déterminer. On sait ce que c'est à peu près. On a une idée de ce que c'est que la conscience, mais l'âme, c'est-à-dire cette espèce de réserve voilà, d'énergie, en tout cas de conscience qui serait là et puis qui sortirait de notre corps et puis qui pourrait même dans certaines religions rentrer dans d'autres corps après. Ça, on n'en a aucune idée. Et si on base notre compréhension du vivant sur le vitalisme, en fait, on ne va pas comprendre ce qui se passe dans le vivant. D'autant plus que quand tu es vitaliste, tu penses que y a une différence absolue entre les êtres vivants et la matière. Puisque ce sont deux choses radicalement différentes. Hein. Avoir une âme qui serait capable de changer de corps, etc., qui serait capable de penser, c'est quand même bien différent d'un caillou qui a, lui, zéro conscience. Okay. Or, on voit bien que dans le vivant, il y a beaucoup de matière organique, il y a beaucoup de pensée, de conscience, mais aussi beaucoup de matière inorganique. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de molécules qui sont inorganiques. Troisième théorie qui essaie d'expliquer le vivant, c'est le finalisme. Alors, finalisme, théorie un peu plus sérieuse, un peu plus solide. Alors, le finalisme, qu'est-ce que ça propose? Elle dit qu'en fait, un organisme, c'est ce qui répond à un besoin extérieur. On a alors, donc, dans le mécanisme, on a dit le vivant, c'est une machine, on a réfuté. Le vitalisme, le vivant, c'est une sorte d'âme, on a réfuté. Et le finalisme, c'est quoi? C'est de dire que dès qu'on a du vivant, en fait, on a quelque chose qui s'adapte à un but extérieur. Un organisme, c'est quelque chose qui répond à un but extérieur, qui a été créé en vue d'eux. Donc, par exemple, on voit bien que les organes ont une organisation qui semble répondre à un but, à une fonction, à une finalité. Exemple. Le cœur, c'est pas juste une pompe, ok? Il existe pour permettre la circulation du sang, pour permettre la vie. Autre exemple, on a une sorte de structure en nous, on a un tube digestif, on a une bouche, on a un estomac, on a une vessie, on a des reins, les intestins. Tout ça, tous ces organes qui sont en nous, ils ont pour objectif de nous nourrir. Puisqu'on est des individus, l'objectif de tous ces organes, c'est qu'on puisse fonctionner de façon semi-autonome. Okay, contrairement à d'autres êtres vivants qui fonctionnent sans autonomie, eh bien nous, on a été réalisés pour fonctionner de façon autonome. Pour fonctionner de façon autonome, on a besoin d'énergie. Et c'est pour ça qu'on a tous ces organes-là, c'est pour répondre à un besoin énergétique qu'on a. A priori, théorie intéressante. Deux problèmes, à nouveau, que Canguilhem note. 1. Anthropomorphisme. À nouveau. On imagine que les organes se répartissent des tâches comme dans une corporation médiévale, comme dans une société politique. Comme si là, lui, il était là pour ça, lui, il était là pour ça, lui, il était là pour ça. Et on projette notre mode d'organisation sociale, c'est-à-dire il y en a un qui fait la police, un qui fait la justice, un qui fait l'éducation, et on projette cette organisation sociale dans notre organisme. Alors qu'on n'en sait rien. Et deuxièmement, quand on parle de finalisme,
On montre comme s'il y avait une règle de l'extérieur qu'on imposerait, c'est-à-dire, voilà, l'œil a été fait pour voir. C'est-à-dire qu'on déduit la règle un peu comme ça, au pif, ouais, il y a un œil, bah, il a été fait pour quoi? Bah, a priori, pour voir. Sinon, je ne sais pas comment on l'explique. Deux problèmes que dit Canguilhem par rapport à ça. C'est que on est dans une rétroaction, c'est-à-dire qu'en en fait, on est capable d'observer, mais pas de prédire. On est capable d'observer et de pas prédire. On peut dire oui, l'œil c'est là pour ça, mais on aurait été incapable de le prédire, puisqu'on on a attendu que l'œil fasse quelque chose. Ensuite, deuxièmement, et ça c'est le plus essentiel, c'est que le finalisme oublie la logique darwinienne. Le finalisme est problématique parce que ce ne sont pas les fins qui créent les formes, mais l'interaction de la variation et de la sélection. On ne peut pas dire qu'un être vivant a été conçu en vue d'un but. L'être vivant, il est là juste pour s'adapter à son milieu. Il s'adapte à son milieu. Il n'est pas là pour respecter un objectif final. Et j'ai oublié de le dire, mais le finalisme, ça a été défendu par Aristote, en premier. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Si j'essaie d'analyser certaines parties du vivant de loin un point de vue finaliste, qu'est-ce que je vais dire? Imagine que je prends l'exemple des ailes. Je vais dire les ailes, bah, c'est là pourquoi. Donc, je me pose la question, c'est pourquoi c'est là? Parce que je suis finaliste, je me dis, ok, les ailes, bah, c'est là pour voler. Ok. Sauf que les ailes, ça n'a pas pour fonction spécifique de voler. Puisqu'il y a de nombreuses espèces d'oiseaux qui ont des ailes non volantes. Les autruches ont des ailes qui sont utilisées pour l'équilibre et les rituels sociaux. Les manchots ont des ailes pour nager. Donc on voit bien que en fait les fonctions évoluent, se transforment, et donc elles ne sont pas fixes. Et donc ce n'est pas l'animal n'a pas un désir de voir, c'est qu'en fait il est dans un certain milieu, et puis un peu par hasard, un peu en fonction des données de son environnement, il est capable de créer des adaptations. Ok, il se rend compte que en fait, voir, ça peut être intéressant. Alors, faisons en sorte de créer des éléments dans notre corps, dans notre vivant, pour voir. Mais on n'a pas prédit qu'on allait voir au début. L'être humain il n'avait pas été fait au départ pour voir. C'est pas si évident que ça. D'ailleurs, il y a beaucoup d'êtres humains qui ne voient pas et qui peuvent survivre. C'est pas impossible. Bon, maintenant qu'on a vu les trois grandes théories que Canguilhem réfute, on va pouvoir passer à ce que Canguilhem dit. Canguilhem, il fait la thèse suivante. Donc il est ni mécaniste, ni vitaliste, ni finaliste. Qu'est-ce qu'il suggère? Il suggère que qu'est-ce que c'est que quelque chose de vivant? Le vivant, c'est la capacité à poser des normes. Petit rappel, hein, une norme, c'est une règle implicite à laquelle on se soumet. C'est une règle implicite, je dis bien implicite parce que les règles, normalement, elles sont énoncées. Par exemple, les règles d'un jeu, elles sont claires, explicites. Les règles de la mode, ça c'est beaucoup moins clair. C'est écrit nulle part qu'il faut s'habiller comme ça. Par contre, on sent bien qu'il y a des règles implicites. Okay, c'est dans la façon dont les gens s'habillent. Quelqu'un qui arrive et qui s'habille qui s'habillerait entièrement en peau de banane, on sent bien qu'il ne respecterait pas la norme. Quelqu'un qui sera habillé avec un jean et un t-shirt, on sent bien qu'il respecterait beaucoup plus la norme. Donc, qu'est-ce que c'est que le vivant? Une activité de pouvoir poser des normes. Un organisme vivant, c'est pas quelque chose de passif. C'est pas une machine. Il modifie ses réponses selon ses circonstances, il invente de nouveaux équilibres et il interprète ce qui est bon et mauvais pour lui. Voilà. C'est ça, être vivant. Être vivant, c'est quand je suis dans un endroit et puis en fonction de ce que je vais faire, je vais créer de nouvelles choses. Je vais créer de nouvelles normes. Je vais essayer de, face à certaines situations, face à certains problèmes, de proposer des règles. Donc par exemple, je suis un être humain, d'accord? Je suis vivant, j'ai ma conscience. Bon bah j'ai pas de bras. Bah ok, je vais essayer de créer quelque chose, je vais essayer de me trouver une alternative pour combler ce bras. Voilà, c'est ça être vivant. C'est justement essayer de trouver de nouvelles règles et s'adapter en fonction du milieu. J'ai peu de pigmentation, je reçois peu de vitamine D pendant l'hiver, bah je vais blanchir ma peau. C'est ça, s'adapter. C'est ça l'être vivant, c'est la capacité à créer de nouvelles lois. Et en fait, c'est ça que font les êtres vivants, c'est-à-dire que c'est une capacité autonome, c'est une capacité que le vivant a en lui-même, de chercher à créer des nouvelles lois. On appelle cela du coup, cette théorie, si vous voulez un nom, on appelle ça le normativisme biologique. Le normativisme biologique.
C'est-à-dire l'idée que le vivant, c'est ce qui crée ses propres règles, c'est ce qui crée ses propres normes. Le vivant, c'est toujours une expérience vécue, normative, liée à son milieu. Ça peut être dans tous les domaines. La variabilité radicale du vivant, c'est là-dessus que Canguilhem insiste. Ça veut dire que en fait, le vivant, c'est pas prédéfini, c'est pas préconçu, ça s'adapte toujours. À tous les niveaux, le vivant s'adapte et change et crée des normes spécifiques. Au niveau de la structure, au niveau de la fonction, au niveau du comportement. Par exemple, au niveau de la structure, un foie humain n'a pas toujours la même forme, ni les mêmes connexions vasculaires. Au niveau de la fonction, une enzyme peut agir différemment chez deux individus selon leur génétique et leur état physiologique. Et au niveau du comportement, même dans une espèce animale, les réactions à un stimulus peuvent varier. Il y a certains animaux, certains êtres vivants, je leur mets une araignée devant, il y en a certains qui vont courir, d'autres qui vont rester sur place, d'autres qui vont l'écraser. Ça dépend du vivant, de son adaptation à son milieu. Voilà, c'est ça l'idée. Deux choses par rapport à ça. Ça va nous permettre d'aller un peu plus loin par rapport à ce que dit Canguilhem. Il y a ce qu'on appelle en médecine le normal et le pathologique. Alors le normal et le pathologique, qu'est-ce que c'est? Le normal et le pathologique, c'est un peu la façon dont les médecins regardent leurs patients. Donc les médecins, ils arrivent, ils disent, voilà, ça c'est normal d'être comme ça, et puis là c'est pathologique, c'est-à-dire là vous avez une maladie. Comment est-ce qu'on définit le normal et le pathologique? Je vais vous donner la définition que les scientifiques donnent, et ensuite je vais vous expliquer la définition que donne Canguilhem de ça, parce que pour lui, il n'est pas d'accord avec cette définition-là. Alors le normal, c'est quoi? Le normal, c'est une moyenne statistique. C'est-à-dire que, voilà, pour les scientifiques, le normal, ce qui est normal, c'est la moyenne statistique, c'est-à-dire ce que fait à peu près tout le monde. Et le pathologique, c'est dès qu'on s'écarte de la norme. Donc tout le monde, disons, a à peu près 80 battements par minute au cœur, et en fait, dès qu'on va en dessous de 60 ou au-dessus de 100, il y a une pathologie. Et en fait, Canguilhem, lui, est absolument fondamentalement contre ça, parce qu'il dit, en fait, ça c'est faux. Parce que les êtres vivants, ils ne sont pas là pour être dans une moyenne statistique, ils sont là pour créer des règles qui fonctionnent avec leur organisme spécifiquement. C'est ça que c'est d'être vivant. Et je vais vous donner un exemple. Quelqu'un que je connais a un battement de cœur à 110, voire même 120 par minute. Tout le temps, au repos. Cette personne, on lui a dit que vous êtes dans un état pathologique et que vous n'êtes pas dans la moyenne statistique, vous n'êtes pas normal et vous allez mourir. On lui a dit vous allez mourir à l'âge de 16 ans, tout simplement. Bon, cette personne est encore en vie aujourd'hui. Cette personne va très bien. Je ne pense pas qu'elle va mourir de sitôt. En tout cas, elle aurait dû mourir très très très, très jeune. Au vu de ce battement inhabituel. Et bien en fait, ça montre quoi? Ça montre que pour cette personne-là, son corps a trouvé une façon de s'adapter à un fonctionnement sans doute sous-optimal, mais qui est utile pour elle, qui fonctionne bien. Et si on l'amène, on a dit vous êtes en dehors de la norme, il va falloir corriger. En fait, ça n'a pas de sens pour elle d'être corrigée par rapport à ça, d'être corrigée par rapport à sa norme, puisque en fait, elle a créé sa propre norme. Et donc le vivant, c'est une question d'individualisation. On ne peut pas faire de traitement. Il n'y a pas de traitement similaire qu'on peut donner à deux personnes, fondamentalement. Et il n'y a pas une norme qu'on peut appliquer à tout le monde. Un vaccin, par exemple, normalement ça fonctionne bien. Dans certains cas, ça peut créer des problèmes. Très rare, mais ça peut. Donc pour Canguilhem, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de normal, il n'y a que ce qu'il appelle de l'anomalité. L'anomalité. L'anomalité, c'est le fait que chacun crée une norme qui lui est propre. Par contre, cependant, Canguilhem ne va pas nier qu'il y a des individus qui semblent quand même bien en moins bonne forme que d'autres, qui semblent quand même malades. Il ne va pas dire qu'il n'y a pas de maladie. Mais c'est quoi une maladie en fait? C'est quoi le pathologique? À quel moment on est dans un état de pathologie? C'est dès qu'un individu perd sa capacité à créer des lois. C'est dès qu'un individu perd sa capacité à s'adapter à son milieu. C'est ça être malade en fait fondamentalement. C'est lorsque j'ai un environnement et je n'arrive plus à m'adapter suffisamment à lui. Je perds ma capacité de créer mes propres adaptations. Capacité qu'on perd naturellement, plus on avance dans la vie, en tout cas jusqu'à l'âge de 25 ans. Après 25 ans, on perd progressivement toutes ces capacités d'adaptation à la vie. Donc c'est ça être pathologique. Donc il n'y a pas de normal, il n'y a pas de moyenne statistique dans le vivant. Contrairement à ce que les médecins pensent, il y a en fait simplement de l'anomalité des gens qui créent des normes.
en fonction de leur situation. Et dès qu'on commence à perdre ces adaptations-là, alors il faut sonner la sonnette d'alarme. Le normal n'est pas une moyenne statistique, tout simplement. Et le pathologique n'est pas non plus un simple dérèglement mécanique. C'est le sujet qui a perdu sa puissance normative. J'ajoute pour terminer 3 idées sur lesquelles Canguilhem insiste. D'abord, la méthode expérimentale. En biologie, chaque sujet vivant étudié n'est pas un objet. Il a donc ses caractéristiques propres. Je cite, le biologiste doit inventer sa méthode expérimentale propre. En effet, en physique, par exemple, en physique, on travaille avec des matières inorganiques. Donc, matières inorganiques, ce sont des matières qui ne se reproduisent pas. Donc, l'eau. Si par exemple, je donne une loi très très rudimentaire, l'eau boit à 100 degrés. Okay, il me suffit de 30 centilitres d'eau pour pouvoir prouver ça de la totalité des 1,3 milliard de litres d'eau qui existent dans le monde. Des 1,3 milliard kilomètres cubes d'eau qui existent dans le monde. J'ai besoin que de 30 centilitres pour prouver ça. À partir d'un petit échantillon, je peux prouver la totalité de l'échantillon. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne avec le vivant. C'est pas à partir d'un individu qu'on va pouvoir prouver une loi générale pour tout le monde. Ça, c'est pas possible. Donc le vivant est singulier. Et donc c'est pour ça qu'en tant que biologiste, on doit toujours s'adapter. C'est pourquoi le biologiste et le chercheur progressent à tâtons. Le protocole expérimental, l'expérience de la nature, d'accord, ce n'est pas quelque chose qui est maîtrisé, qui est maîtrisable. Le protocole expérimental, c'est avancer à tâtons. La première personne qui a fait le vaccin ne savait pas, en faisant son protocole, si ça allait fonctionner ou pas. Il était dans une véritable expérimentation. Alors oui, au fil du temps, on maîtrise certains protocoles par rapport au vivant. Clairement, on sait comment faire un garrot, on sait comment faire une opération chirurgicale. Voilà. Il y a plein de choses qu'on sait qu'on a standardisées. Mais au départ, un véritable chercheur, celui qui est en train de découvrir des choses nouvelles, il ne sait pas, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Il est dans une espèce de fonctionnement à tâtons. Voilà, la démarche scientifique est, entre guillemets, je cite, pleine de risques et de périls. Ce n'est pas du tout une expérience de la maîtrise. Ensuite, dernière chose sur laquelle je veux insister, Canguilhem dit qu'il faut se méfier de l'idée que la science serait vide de toute représentation imaginaire ou mythique. Même le vocabulaire technique scientifique n'est pas sans connotation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis en train de regarder, quand je décris le monde scientifiquement, eh bien j'ai quand même des connotations qui me viennent. Par exemple, dans l'Antiquité, on parlait de la nature comme du cosmos, c'est-à-dire quelque chose de beau, de réglé, d'harmonieux. C'était la façon de voir la nature dans l'Antiquité. Il y avait une sorte de raison, il y avait une sorte de destin, on voyait le monde, les étoiles, on se disait « Ah, c'est bien fonctionné, c'est bien conçu, c'est un cosmos ». Par ailleurs, ça donnait entre parenthèses le mot cosmétique, ce qui est beau. Aujourd'hui, on a remplacé ce terme-là, cosmos, dans les publications scientifiques, par un autre terme qui est le terme de milieu. Bon, le terme de milieu, en fait, c'est pas un terme neutre. C'est un terme qui a aussi un imaginaire. C'est un terme qui est aussi connoté. Parce que dès qu'on emploie milieu biologique, c'est pas du tout neutre. Ça peut sous-entendre la plasticité, l'adaptation, la lutte. Quelqu'un qui est dans son milieu, c'est quelqu'un qui est en train de lutter contre d'autres organismes. Ou au contraire, qui peut s'adapter à son milieu. Alors certes, c'est plus proche de nos connaissances actuelles, mais ça relève toujours de connotations. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Je n'ai fait, bien sûr, je précise que des explications de passages qui sont dans le bouquin. Je n'ai pas cité d'autres livres, ni des passages qui ne sont pas des passages du concours. Si tu veux aller plus loin et revoir un peu ce que j'ai écrit, tu peux aller sur mon site. Si tu veux prendre un cours avec moi, qu'on regarde ta copie immédiatement, tu peux m'envoyer un mail. Je te dis à très très bientôt et bon courage pour cette année.